www.sangatv.com. Mesdames, Messieurs, bonjour. Dimanche 4 février 2018, nous avons le plaisir de recevoir Madame Michaëlle Jean. Bonjour. Bonjour, Monsieur Khan. Merci, Djuredieuf, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous dis merci, Djuredieuf. Merci à vous, amis auditeurs, de nous renouveler votre fidélité. Nous recevons donc la secrétaire générale de la francophonie, ancienne 27e gouverneure générale du Canada, troisième femme à avoir occupé cette fonction, animatrice de télévision et journaliste canadienne dans un passé pas très lointain. Vous étiez alors la première femme noire au nom de la diversité culturelle à présenter les informations à Radio-Canada. Aujourd'hui, première défenseur du français par votre fonction, vous n'en êtes pas moins polyglotte puisque vous parlez 4 autres langues, anglais, espagnol, italien et créole haïtien. Vous bredouillez un peu le Wolof, non? À part Djuredieuf, qui me semble un mot essentiel, j'ai encore beaucoup de travail à faire. Hein. Et vraiment, ce serait un très très grand plaisir pour moi d'apprendre des rudiments de cette langue que je trouve tellement belle, tellement belle. Beaucoup de questions pour vous, Madame Jean, sur la page Facebook de l'émission, des réactions qui se poursuivent d'ailleurs sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter avec le hashtag Grand Jury RFM ou directement via notre application GFM et vous disponible sur Android et Apple Store. Madame la secrétaire générale, la charte de votre organisation vous désigne comme la clé de voûte du dispositif institutionnel de la francophonie. Vous séjournez à Dakar pour les besoins de la conférence sur le financement du partenariat mondial pour l'éducation. Quel est l'enjeu de cette rencontre et son intérêt pour la francophonie? L'enjeu est majeur et je dois dire que la francophonie a pris toute la mesure de l'importance de l'éducation depuis longtemps, dès sa genèse, dès ses débuts. On a vu à quel point la francophonie s'est développée avec vraiment des organes totalement dédiés à l'éducation. D'une part, l'Organisation internationale de la francophonie, mais aussi l'Agence universitaire de la francophonie, l'Université Senghor d'Alexandrie avec ses campus déployés sur plusieurs pays africains. Senghor, le père fondateur. Voilà. Vous êtes dans son pays. Je suis dans son pays. Et vous allez parler éducation. Voilà, exactement. Oui. Et nous avons su rassembler aussi les ministres de l'Éducation nationale, donc les ministres aussi de la jeunesse et des sports. Je dirais que pour nous, l'éducation est dans notre vraiment cœur de métier. Et maintenant, ce que je veux saluer, c'est que 2 présidents de pays de la francophonie, et non les moindres, le président sénégalais, son Excellence M. Macky Sall, le président de la République française, son Excellence M. Emmanuel Macron, ont décidé vraiment de jouer le rôle de champion pour le financement du partenariat mondial pour l'éducation. Et je dois dire que cela me fait particulièrement plaisir parce que j'encourage beaucoup les chefs d'État et je leur dis souvent, nous avons besoin de champions. Nous avons besoin de champions pour la création d'emplois pour les jeunes. Nous avons besoin de champions pour l'éducation et la formation. Nous avons besoin de champions, mais vraiment sur la question de la crise migratoire, sur tout ce qu'il faut engager pour travailler ensemble au niveau aussi de la sécurité et de la stabilité dans nos pays. Et je vois déjà, parce que là, ce moment est crucial, hein, c'est-à-dire qu'on veut voir des pays s'engager et dans l'aide au développement pour l'éducation. Vous avez besoin d'argent. On a besoin d'argent. À la reconstitution Exactement. du fonds, 3,1 milliards de dollars. Tout à fait. Comment? Alors, déjà, le Canada a répondu déjà, a annoncé sa contribution et double sa contribution à hauteur de 180 millions
de dollars, c'est l'équivalent de 117 millions d'euros. La Suisse aussi s'est avancée avec 38 millions de francs, c'est ce qui donne à peu près 28 millions d'euros. Donc, et d'autres suivront. C'est dire que les responsables... Est-ce que Rihanna... On a parlé de 187 millions de Rihanna, c'est confirmé? Écoutez, vous savez mieux que moi. 187 millions de dollars, pas de CFA. Oui, mais M. Khan, je ne suis pas en contact avec Rihanna, mais je sais combien le plaidoyer est fort dans l'espace francophone, avec tous nos pays rassemblés, nos 84 États et gouvernements sur les 5 continents. Et je suis confiante. Je suis confiante parce que ce que nous voyons maintenant, c'est que les chefs d'État ont pris vraiment la pleine mesure de l'importance d'investir plus et d'investir mieux dans l'éducation, avec aussi une dynamique qui est une dynamique aussi partenariale, c'est-à-dire que tous soient concernés, à la fois le secteur privé, les États, la société civile, l'aide aussi internationale doit être augmentée. Parce que vous voyez, il y a cet esprit de responsabilité, cette volonté, cet esprit de partenariat et de réciprocité, et l'on demande aux pays en développement de consacrer au moins 20% de leurs ressources publiques à l'éducation. Mais il faut savoir, nous sommes au Sénégal, je tiens à le dire, oui, que rien que dans cette région d'Afrique subsaharienne, déjà, les pays investissent en moyenne 17% de leurs ressources pour les besoins en matière d'éducation et de formation. Certains ont même déjà dépassé la barre des 20%. Mais avec cette forte croissance démographique, avec tous ces défis sociaux, défis sécuritaires, défis aussi, je dirais, de ressources insuffisantes au niveau de leur produit intérieur brut. Les chantiers sont énormes, donc ce n'est pas suffisant, ils n'y arriveront pas seuls. Et pour le moment, l'aide internationale à l'éducation, vous savez à combien elle s'élève? Oui, je vous pose la question. Eh bien, pour le moment, pour chaque enfant de cette région d'Afrique subsaharienne, l'aide internationale consacre moins de 5 € par enfant, moins de 6 $ si vous le transposez en dollars. Moi, je suis d'Amérique du Nord, donc je pense aussi en termes de dollars. Moins de 6 $ par enfant. Ça veut dire que l'on couvre à peine 2% des coûts de scolarisation pour cet enfant. Et le reste est assumé par les familles et par l'État. Donc voilà, nous devons faire mieux. Bien sûr, récapitulons, vous avez besoin de 3 milliards de dollars. Quelques pays se sont manifestés. Oui. Le vôtre, le Canada, vous avez parlé de la Suisse, mais il y a que la France et le Sénégal coparrainent cette rencontre de Dakar. Est-ce qu'ils ont réagi? Alors, la France annoncera certainement son engagement ici même à Dakar, ce qui est normal, qu'elle le fasse ainsi. Le président Macky Sall se fera entendre aussi. Vous avez une idée du montant? Moi, je pense que du côté de la France, il sera aussi conséquent. Il sera conséquent parce qu'on entend beaucoup le président Macron faire de l'éducation, de la formation, de l'investissement dans le capital humain que représentent les jeunes, un axe majeur en tout cas de sa politique étrangère. On l'entend le dire, je pense que c'est du sérieux et on en verra la teneur. Déjà de s'être engagé ainsi, à être comme champion avec le président Macky Sall sur cette cause et sur cet enjeu majeur, c'est déjà un geste conséquent. Les États doivent s'engager, les organisations internationales comme la vôtre, bien sûr, la francophonie. Bien sûr, et je dirais que... Vous avez prévu une contribution? Alors notre contribution, voilà ce qu'elle est. D'abord, bien sûr, ce plaidoyer bien appuyé, mais d'autre part, je dirais, ici même à Dakar, cet institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, que nous avons inauguré l'année dernière, qui est abrité par le Sénégal, mais vraiment
dans un espace remarquable qui permet aux équipes de travailler et avec un parfait équipement. Et ce que représente cet Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, l'acronyme c'est IFEF, c'est vraiment un outil majeur, important, pour renforcer, je dirais, aider les pays à renforcer leur politique et leurs programmes en matière d'éducation et de formation, en réunissant tout ce qui se produit, se crée, tout ce qui est en marche, tout ce qui réussit en ce moment dans tout l'espace francophone, dans ces deux domaines, avec des outils qui sont majeurs. Et notre approche a été celle de fédérer, de voir ensemble, réunis, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, les opérateurs comme l'Agence universitaire de la francophonie, l'Université Saint-Gore, les conférences ministérielles de l'éducation, de la jeunesse et des sports, mais d'amener aussi vers nous la Banque mondiale, le Partenariat mondial pour l'éducation. Ils sont déjà partenaires de l'IFEF, de cet institut. Et vous savez ce qu'ils disent? C'est que déjà notre démarche est exemplaire. Parce que quand on dit investir plus et investir mieux, c'est dire aussi travailler autrement. Plutôt que d'être dans l'éparpillement, c'est rassembler nos efforts, travailler ensemble. Mais est-ce que la francophonie prévoit une contribution financière à ce fonds? C'est une contribution majeure parce que ce que nous investissons, je dirais, comme ressources financières, ce que nous rassemblons avec également des fonds qui nous sont accordés par l'Agence française de développement, par le Partenariat mondial de l'éducation, avec la Banque mondiale qui est aussi de la partie, ça, je veux dire, c'est inestimable que d'être aux côtés des pays pour les aider, d'une part, comme je le disais, à renforcer leur politique et leurs programmes, à moderniser leurs approches d'enseignement et d'apprentissage, leurs approches pédagogiques, dans aussi tout ce que nous allons investir et dans la formation massive des maîtres. Rien qu'au moment où je vous parle, nous sommes en train de former 29 000 professeurs à Madagascar. Et dans chaque pays d'Afrique subsaharienne, nous sommes là à pied d'œuvre pour former des professeurs sur des standards de qualité. Donc il faut, si vous voulez, Monsieur Kahn, un saut à la fois qualitatif, un saut technologique. Nous investissons beaucoup aussi dans les nouvelles technologies, les capacités des jeunes aussi d'entrer dans le monde du numérique. Et ça, je dirais que c'est ce qu'on appelle aussi de la contribution de qualité et avec beaucoup d'efforts déployés. Très bien. Est-ce que vous êtes pour que des privés, des mécènes, des leaders d'opinion mettent aussi la main à la poche? C'est essentiel. Rien qu'avec l'Institut. Vous en avez quelques exemples? Oui, parce que rien qu'avec l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, nous avons tout de suite amené à bord le secteur privé. Nous avons tout de suite amené à bord les entreprises. Parce qu'il est impossible, dans nos travaux, de penser une formation, je dirais, professionnelle, technique et technologique des jeunes pour les accompagner dans leur insertion sur le marché du travail et dans leur insertion professionnelle, si nous ne sommes pas en contact direct avec les entreprises, si nous n'avons pas des données justes et des vues qui sont justes sur les besoins du marché du travail. Il faut que ces jeunes, une fois diplôme en main, puissent trouver du travail. Parce que dans nos pays de jeunesse, où 70% de la population, 60% de la population a moins de 30 ans, le chômage chronique est un scandale, que 80% des jeunes et en Afrique, selon des statistiques, c'est 200 millions de demandeurs d'emploi par an. Vous vous rendez compte? 20 millions d'enfants qui n'ont pas accès à l'école chaque année. Cela est inacceptable. Nous ne pouvons pas nous dire que c'est une fatalité. Pas du tout. L'investissement dans l'éducation est nécessaire. Ne pas investir dans l'éducation correctement et davantage est un crime, parce que ce n'est pas sans conséquence. D'avoir autant de jeunes qui sont dans le désenchantement, qui ont l'impression que l'avenir est bouché pour eux, c'est un facteur de risque majeur et c'est une injustice. Donc quand nous voyons aussi tous ces jeunes se tourner et prenant tous les risques vers d'autres horizons, prendre le chemin du désert ou encore se retrouver sur des embarcations que moi j'aime qualifier d'infortune, au péril de leur vie, exposés à tout ce que l'on sait. On l'a vu avec ces marchés quand même d'esclaves en Libye. Oui, vous semblez choqué, vous êtes même choqué, mais est-ce que pour autant il faut être choqué quand Trump sort cette phrase
pays d'Afrique, Haïti, Salvador, pays de merde? Assurément, parce que cela n'existe pas. Je veux dire, on ne peut qualifier, je veux dire, aucun peuple, aucun pays de M. Voilà, de Oui. M, de merde. Ce n'est pas possible. Moi, j'ai trouvé que c'était offensant à la face même de l'humanité. Il a présenté ses excuses, vous les acceptez? L'idée, je vais vous dire, c'est surtout de voir combien Haïti, mon pays natal, les pays africains, les pays latino-américains se sont révoltés devant cette attitude vraiment ordurière, je la qualifie ainsi, pour parler de peuples qui résistent tous les jours, qui sont là vraiment investis avec tant d'efforts pour justement sortir de situations qui sont difficiles. Et d'autre part, nous le savons aussi, les États-Unis n'existeraient pas sans ces efforts, par leur sueur, par leur sang, qui ont été fournis par tous ces hommes, ces millions d'hommes, de femmes arrachés à l'Afrique pour l'édification de ce pays. Les Amériques telles que nous les connaissons aujourd'hui n'existeraient pas. Les fortunes européennes telles que nous les connaissons n'existeraient pas. Sans ce que, je veux dire, ces sacrifices, je veux dire, jusqu'au déni d'humanité qu'ont fourni ces millions d'hommes et de femmes. Donc voilà. Mais en même temps, il faut lui dire peut-être aussi qu'il y a de la haine chez lui, non? Écoutez, vous moi, n'irez pas jusqu'ici. En général, je préfère que l'on soit... Ça, c'est quelque chose que m'a même enseigné ma mère. Il faut être au-dessus. C'est-à-dire, il faut vraiment, en même temps, en toute responsabilité, se dire que nous avons du travail à faire. Il a présenté ses excuses, Donald Trump. Est-ce que vous les acceptez? Écoutez, je n'en suis pas là. Non, vous dites non. Je n'en suis Trop pas facile. Là. Moi, je me dis qu'il y a mieux à faire. Et ce qu'il y a à faire, c'est de se rassembler davantage. Très bien. C'est de se rassembler davantage, justement, pour que nous puissions continuer à porter dignement, je pense, tout ce qui fait l'espoir pour nos pays. Investir dans la jeunesse, notamment. Michaël Jean, secrétaire général de la francophonie, invité du grand jury de la RFM. Question des internautes. Dominique Kama. Que fait la francophonie pour permettre à l'Afrique francophone de ne pas être lésée dans la signature des APE? Vous y répondrez plus tard, mais pour rester sur le thème de l'éducation, Nourou Baro, quel est réellement l'apport fécond de l'OIF face à la crise de l'éducation dans les pays francophones et le secteur éducatif sénégalais en particulier? Modou Mbaki Sougou, en Afrique francophone, l'éducation est très mal en point. Les grèves cycliques au Sénégal et dans la sous-région l'attestent clairement. Une éducation de qualité implique nécessairement des enseignants bien formés et motivés, des infrastructures scolaires bien construites et bien équipées et des programmes adaptés à nos réalités socio-économiques. Réponse? Alors, je dois dire que ces mêmes organisations, ces institutions financières, comme le FMI, comme la Banque mondiale, qui aujourd'hui demandent, notamment aux pays africains, je suis ici au Sénégal, donc je tiens à ce que nous parlions en particulier des pays africains, d'investir davantage dans l'éducation. Ces mêmes institutions, il y a quelques années, qu'on s'en souvienne, dans les années 80-90, demandaient quoi? Des ajustements structurels. C'est-à-dire que pour répondre aux déficits, pour maîtriser les déficits, pour maîtriser la dette, on disait, écoutez, vous devez réduire vos dépenses. Et quels étaient les secteurs les plus touchés? Vous vous en souvenez, M. Khan? C'était éducation, santé, programmes sociaux. Et ça a été une catastrophe. Ça a été une catastrophe que nous devons aujourd'hui rattraper avec, je veux dire, une démographie qui demeure galopante. Donc, et ces institutions soutiennent aujourd'hui le contraire. Le contraire, voilà. Oui. Ces institutions soutiennent aujourd'hui le contraire. Et ce que nous devons faire, et c'est là où l'appel qui est lancé aujourd'hui a vraiment une plus grande contribution à l'aide internationale pour, en faveur de l'éducation, c'est vraiment qu'on redresse la barre. Ce n'est pas possible. Je vous donnais les chiffres tout à l'heure, que l'on en soit là.
Il faut vraiment investir davantage et investir mieux. Sortir de l'éparpillement qui entraîne gaspillage et en même temps être aux côtés des États pour vraiment les aider dans tout ce que vous avez nommé. Les besoins au niveau des infrastructures scolaires, au niveau de la formation des professeurs, formation des maîtres, qu'ils soient mieux aussi, je dirais que l'on s'assure aussi pour leur motivation à les rétribuer vraiment mieux. Pour qu'ils restent dans les classes et non qu'ils soient dans la rue. Exactement. Qu'ils fassent grève. Ou encore qu'ils se retrouvent forcés d'avoir 2-3 emplois pour pouvoir boucler la fin de mois. C'est ça le problème. Investir dans le capital humain, cela est fondamental. Vous savez comment on appelle cela? Harmat, ici, en Wolof, oui. Ce qui veut dire le fait de faire plusieurs choses à la fois pour arrondir ses fins de mois. Voilà. Et là, c'est terrible. Et l'on sait fort bien que tous les pays qui ont fait des bonds de géants sont des pays où l'investissement dans le capital humain, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, la réussite de ce dividende que représente aussi la jeunesse, a été fait et de manière considérable. La Corée du Sud qui vient d'entrer là en francophonie, parce que nous sommes maintenant 84 États et gouvernements, et l'un des pays à avoir fait son entrée dans la francophonie récemment est la Corée du Sud. C'était un pays en développement. Aujourd'hui, à cause de ces investissements faits vraiment de manière conséquente, la Corée du Sud est l'un des pays chefs de file en robotique, en nouvelles technologies. Donc, le même PIB que le Sénégal aux années d'indépendance 60. Mais disons-nous une chose, cela est possible. Nous pouvons y arriver. Et avec cet effet de coopération renforcée, de solidarité, d'échange, de partage existant dans la francophonie, nous n'avons pas à réinventer la roue. Nous avons quantité, moi j'aime l'appeler cette francophonie des solutions, nous avons quantité de modèles, de contenus qui sont créés. Nous avons des forces d'innovation dans la francophonie que nous pouvons mettre en commun et c'est ce que nous faisons. Concrètement, 3 milliards de dollars, dans quel délai pensez-vous pouvoir mobiliser cet argent? Moi, je pense que cet argent que souhaite mobiliser le partenariat mondial pour l'éducation, parce que ce n'est pas que la francophonie. Oui, bien sûr. Nous sommes un partenaire incontournable, certes, compte tenu de ce que nous rassemblons et de notre apport aussi. Je tiens à le dire. Il faut savoir que, par exemple, l'expertise que nous avons dans l'enseignement des langues nationales et en langue nationale et je dirais, et cité en exemple. On réplique ça dans d'autres espaces, même d'autres pays et ces institutions internationales trouvent ce que nous avons su développer, nos contenus, nos méthodes remarquables. Donc, je pense que ce que nous entendrons ici annoncer demain sera un moment charnière. Et nous donnera une indication de cette volonté de faire acte de responsabilité. Du timing aussi, de mobilisation de ce fonds. Oui, tout à fait. Et je pense que vous êtes optimiste? Moi, je suis optimiste parce que je vois des décideurs au plus haut niveau s'avancer. Et en même temps, les données sont claires. Et dans l'état actuel du monde, nous savons que ne pas investir dans l'éducation devient un facteur d'instabilité. Les organisations criminelles, terroristes, profitent de ces situations, je veux dire de précarité, de vulnérabilité, pour justement faire leur œuvre de destruction. En même temps, pour l'Afrique, est-ce qu'il y a des raisons d'être optimiste, d'espérer quand, pour construire le siège de l'Union africaine, l'Afrique n'a pas hésité à faire appel à l'argent chinois? On peut multiplier les exemples. Mais en même temps, puisque vous parlez de l'Union africaine, je sais que la question n'est pas réglée, mais il y a cette volonté quand même de réforme à l'Union africaine. C'est-à-dire de pouvoir compter sur ses propres ressources et que les pays africains eux-mêmes trouvent un mécanisme pour financer eux-mêmes cette organisation qui les rassemble. Ça, je trouve ça très, très important. C'est déjà une preuve de désir vraiment d'autonomie et de dire, bon, nous prenons cette responsabilité. Surtout qu'il y a des symboles de souveraineté quand même, non? Assurément. Oui. Ce continent est un continent de toutes les promesses. Je sais que lorsque je dis ça,
certains vont se dire, oui, mais mon Dieu, quel chantier quand même, que de difficultés encore. Mais je dirais que il y a un esprit vraiment de fierté et une volonté de faire. Il y a, on le voit, une génération africaine qui entre de plein pied dans le numérique. Vous savez, cette question du numérique, elle est importante. Elle est importante et il faut amener aussi les filles et les femmes vers le numérique. Nous le voyons, nous, quand nous accompagnons des jeunes avec des programmes très précis pour renforcer leur capacité à bien utiliser les nouvelles technologies, à en connaître les rudiments. Nous voyons ce qu'ils créent. Ils créent des applications extraordinaires qui sont toujours pour résoudre des problèmes, qui sont des solutions, qui sont d'intérêt public dans tous les domaines pour la modernisation de l'agriculture et tout. Nous voyons à quel point pour l'Afrique cela est considérable parce que par les nouvelles technologies, l'Afrique peut accomplir en quelques années ce que l'Occident a mis des siècles à réaliser. Je vous le dis. C'est du sérieux et c'est extraordinaire. Ça change les façons de faire. Alors, et oui. Donc, l'Afrique étant, je dirais, un continent de jeunesse, il faut réaliser ce dividende, je veux dire, de la jeunesse. Le continent d'avenir, c'est ce qu'on dit le plus souvent aujourd'hui. Justement, pour parler d'avenir et surtout de l'école, pour rester dans le thème de l'éducation, l'administrateur de l'EIF a participé le 19 janvier 2017, cela fait un an, à la conférence Afrique, quelle école pour demain, organisée par l'AFD, des structures de la francophonie, excusez-moi. Vous participez ici à Dakar à cette rencontre du partenariat mondial pour l'éducation. Je vous renvoie à la question, quelle école pour demain en Afrique? Premièrement, une école qui doit être mieux ajustée aux besoins, je dirais, de compétences et de capacités dans les pays, et aux besoins aussi des jeunes pour, je le disais tout à l'heure, leur insertion professionnelle et pour qu'ils débouchent sur le marché de l'emploi. C'est pourquoi, dès le début de nos travaux ici, avec cet Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, nous avons amené les chambres de commerce et d'industrie. Nous avons amené le patronat à être partenaire. Ils sont ravis. Ils sont ravis parce qu'ils se disent, bon, enfin, l'on tient compte de ce que nous avons à apporter, de ce que nous avons à dire. Parce que nous savons, nous investissons dans des infrastructures, nous investissons dans des grands travaux. Et le coût de l'émergence, c'est ça. Hein, c'est pouvoir investir dans des infrastructures qui sont essentielles pour la croissance, pour le développement. Mais nous sommes capables d'apporter, de donner leur juste et d'apporter la juste évaluation des besoins. Nous avons besoin de personnel compétent parce que même pour l'entretien de ces infrastructures, il faut du personnel compétent. Et on n'a pas besoin d'attendre demain. On n'a pas besoin d'attendre demain. L'école de demain, c'est l'école d'aujourd'hui. C'est l'école d'aujourd'hui. Et sachez aussi que 90% des emplois à venir dans les 10 prochaines années seront des emplois de la filière numérique. Donc, ce qui veut dire que si nous ne rattrapons pas ce fossé sur les capacités vraiment de bien maîtriser le numérique, les nouvelles technologies, et si nous n'amenons pas, par exemple, les jeunes filles dès à présent dans ces filières-là, les femmes se retrouveront sans emploi. Nous tirerons de l'arrière. Or, il y a une appétence, il y a un désir et des compétences aussi chez les jeunes Africains dans ces domaines. C'est extraordinaire. Rien que je vous donne un exemple, rien que sur la question de l'état civil. Vous savez que près de la moitié des Africains, sinon plus, sont sans identité légale. C'est un drame. Ça veut dire que ce sont autant de personnes, de millions de personnes qui sont dans un état de grande vulnérabilité. Il leur arrive quelque chose demain, je veux dire, ils sont complètement invisibles. Or, aujourd'hui, vous avez tous ces pays qui veulent avancer sur la foi de plans de développement économique et social, de plans d'émergence. Si vous n'avez pas une idée juste de qui est là sur le plan de la population, vous ne pouvez pas penser une politique publique de santé publique. Vous ne pouvez pas penser une politique, je veux dire, publique d'éducation. Même sur le plan de la sécurité, ça devient un problème. Donc, nous avons un jeune, par exemple, parmi ceux que nous accompagnons, qui est un jeune burkinabé, j'ai envie de le nommer, Adama Savadogo, qui a créé un dispositif qui permet juste dans chaque maternité, avec un bracelet pour chaque nouveau-né, et c'est un bracelet numérique,
Avec un téléphone, vous extrayez toutes les informations qui sont inscrites sur ce bracelet de ce bébé. Vous en profitez aussi pour recueillir des informations sur ses parents, sa mère, son père, peut-être même ses grands-parents. Et tout ça est acheminé automatiquement grâce au numérique dans le fichier d'état civil. Le Burkina Faso, avec ce dispositif créé par un jeune, réussira en l'implantant sur tout le territoire en 2 ans ce que l'Occident a mis 2 siècles à réaliser. Imaginez, lorsqu'il s'est présenté devant l'Union africaine, tous les pays réclament, tous les pays en veulent, parce que cela est essentiel. Vous pensez que le numérique peut être un raccourci pour l'Afrique? Oh, mais assurément, je le vois tous les jours. Je vous donne un autre exemple, extraordinaire. J'aime beaucoup le partager avec le grand public. Ouais. Un autre jeune que nous avons accompagné et qui a créé un système, une application, un dispositif de télé-irrigation. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, M. K. C'est extraordinaire. Vous savez, maintenant, la téléphonie, elle est très répandue. Tout le monde a un téléphone. Tout le monde a un téléphone mobile. Au Sénégal, on a plus de téléphones mobiles que de population, justement, que d'habitants. Alors, avec ce dispositif qu'il a créé, des femmes maraîchères, qu'elles soient sur le marché local en train de vendre leurs produits, ou encore même dans le pays voisin, parce qu'elles le font, elles circulent, en composant, même si elles sont illettrées, 3 chiffres sur leur téléphone, déclenchent leur système d'irrigation sur leur champ. Elles recomposent ces 3 chiffres qu'elles ont choisis, et elles arrêtent le système d'irrigation. Et c'est un système aussi qui prévoit la conservation de cette ressource si précieuse qu'est l'eau. Vous savez ce que ça représente pour ces femmes? Moi, je l'ai vu sur le terrain au Niger. Elles ont triplé leur surface de culture. Elles ont plus de revenus maintenant parce qu'elles produisent davantage. Leurs filles qui étaient vraiment complètement dans la corvée d'aller chercher l'eau et d'arroser à la main, elles sont à l'école maintenant. Et ces filles se projettent. L'horizon, d'un seul coup, est plus intéressant pour elles. Lorsque je parle à ces adolescentes, elles me disent « Moi, j'aimerais être médecin. Moi, j'aimerais être professeur. Moi, j'aimerais être ingénieur. Moi, j'aimerais faire ceci, j'aimerais faire cela. » Et c'est toute la différence. Vous savez à quoi ce que ça leur apporte? Ça les met à l'abri des mariages forcés. Ça les met à l'abri des grossesses précoces. Et les mères elles-mêmes, elles ont plus de ressources pour s'adonner à d'autres activités. C'est extraordinaire. Donc, il y a là presque une révolution, quoi, avec un tout petit dispositif, mais créé par cette intelligence dans laquelle nous avons investi. En même temps, la question de la démographie fait débat. Oui. Les propos du président Macron ont soulevé beaucoup de bruit il n'y a pas longtemps, faisant allusion aux natalités en Afrique. Une femme avec 7 ou 8 enfants, ça a choqué. Est-ce que vous êtes en phase avec le président Macron? Moi, je pense que pour être beaucoup à l'écoute des femmes, parce que nous avons aussi ce réseau des femmes. Nous travaillons beaucoup sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous avons rassemblé l'autre jour en Roumanie à la conférence des femmes de la francophonie plus de 700 femmes entrepreneurs, et beaucoup sont venues du sud jusqu'à Bucarest pour se rencontrer, et elles sont reparties avec une plateforme qui est déjà opérationnelle, qui leur permet d'engager entre elles sur tout l'espace francophone, sur les 5 continents, des partenariats, des maillages. Donc nous sommes très à l'écoute des femmes et à leur côté. Que disent les femmes? Les femmes veulent avoir aussi la possibilité de choisir. Elles veulent avoir la possibilité d'avoir la pleine maîtrise de leur fécondité, du nombre d'enfants qu'elles veulent avoir. Et ça aussi, ça leur permettra également peut-être de s'investir davantage sur le marché du travail. Mais elles ont ce choix par le biais du planning familial. Les femmes parlent beaucoup de planning familial. Les femmes parlent beaucoup de planning familial. Elles veulent vraiment qu'il y ait de vraies politiques de planning familial. Elles veulent avoir accès aussi, à ces contraceptifs. Oui, mais est-ce que vous comprenez que des propos comme ça, dits de manière directe, puissent choquer en Afrique? Écoutez, moi j'aime entendre les propos des femmes. Je sais ce qu'elles veulent aussi, la pleine possibilité et la plutôt que celle des hommes. Liberté, de choisir le nombre d'enfants qu'elles veulent. Si elles veulent en avoir 7, qu'elles en aient 7. Si elles veulent en avoir 2, les femmes doivent être en mesure aussi de prendre cette décision. Et l'éducation est là aussi pour justement permettre à ces femmes d'être mieux outillées, mieux conscientes. Donc,
planning familial, cela est essentiel parce que c'est vrai que la démographie galopante est aussi, moi j'aime les enfants, hein, mais quand même, c'est aussi un poids sur les économies des pays. Très bien. C'est aussi un poids sur la croissance des pays. Vous savez, vous prenez certains pays où chaque année, vous avez 400 000 enfants de plus. 400 000 enfants de plus, c'est énorme. Qu'il faut amener à l'école. Qu'il Très faut bien, aller à l'école, très bien. qu'il faut Madame soigner, Michaël qu'il faut Jean, nourrir. invitée du grand jury de la RFM, secrétaire général de la francophonie. La francophonie, on va quand même en parler. Oui. Votre bilan à 10 mois de la fin de votre premier mandat? Moi, je dirais que ce qu'il me plaît, en tout cas, de constater, c'est combien toutes les actions que nous avons su engager, par exemple, avec cette stratégie économique qui est au cœur de la feuille de route qui m'a été confiée par les chefs d'État et de gouvernement. Francophonie économique. Francophonie économique, Oui. francophonie numérique, Oui. comment nous avons su aussi fusionner les deux. Je vois ce que cela produit sur le terrain. Le fait que nous ayons décidé de cibler un apport constructif, conséquent, un accompagnement vraiment substantiel pour les jeunes et les femmes entrepreneurs, avec justement ces deux outils essentiels, stratégie économique, stratégie numérique, que nous ayons déployés sur 13 pays africains pour commencer, des dispositifs comme des incubateurs pour rassembler des TPME, TPMI, très petites et moyennes entreprises et industries, dans des filières ciblées. Un travail qu'on a fait en co-construction avec les États, avec les forces économiques dans chacun de ces pays. Je vois déjà les synergies que cela agite, ce que cela impulse. Vous dites oui, la francophonie économique est aujourd'hui une réalité. Au fait, je vais vous dire, l'espace francophone a toujours été un espace d'échange économique. Rien que dans cet espace, sur les 5 continents, vous avez l'offre et vous avez la demande. Donc rien que dans notre espace et avec cette langue qui est notre trait d'union pour agir et pour faire ensemble, la langue française. Et Dieu sait que ça, c'est important, une langue, hein, pour commercer, pour engager une relation. Parce que dans la réussite, je dirais, sur le plan économique, il y a d'une part production, il y a travail, mais il y a aussi connaissance, être un pays de connaissance. Et la langue permet ça. On peut engager une négociation entre nous, des partenariats, parce que nous avons cette langue en commun. Ce qui est intéressant pour nous avec la stratégie économique, c'est au niveau de l'offre. Les pays africains ont beaucoup à offrir. Il faut que les entrepreneurs, les femmes, les jeunes entrepreneurs africains aient accès à ces marchés qui existent rien que dans l'espace francophone. Et il faut qu'ils transforment aussi. Il faut qu'ils transforment. Donc il faut passer vraiment à l'industrialisation, avec les capacités aussi énergétiques pour le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que nous apportons, par exemple, avec notre réseau de normalisation pour la francophonie, qu'est-ce que c'est la normalisation? Je dirais, ce sont ces éléments qui permettent de penser une production sur des standards de qualité et des standards internationaux de qualité. Parce que dès lors, notre compétitivité est plus grande pour atteindre ces marchés. C'est aussi la possibilité également d'engager des labels, des certifications qui rendent nos produits plus attrayants sur ces marchés. Le karité qu'on produit, le coton et d'autres filières de production très intéressantes en Afrique, dès lors que vous avez une certification, parce que les consommateurs demandent ça maintenant. Qu'est-ce que j'ai dans mon assiette? Qu'est-ce que ce produit que je vais me mettre sur la peau? D'où vient-il? Dans quelles conditions est-il produit? Les gens ont envie dans leur imaginaire de savoir ce qu'ils achètent. Donc quand vous avez une certification de qualité, une certification bio, une certification de provenance, déjà, vous êtes mieux équipé pour atteindre des marchés. Et puis, l'intégration aussi sous-régionale et régionale, c'est très, très important. Très important d'être mieux outillé. Permettez-moi de placer une question. Je sais que vous êtes une brillante journaliste. Alors, dans cette francophonie économique, apparemment, il y a un sujet qui vous fâche, le franc CFA. Ce sujet ne me fâche pas. Qu'est-ce qui a justifié que M. Kako Nububko, directeur de la francophonie économique et numérique au sein de votre organisation, soit suspendu du fait de ses prises de position contre le franc CFA? Alors, vous avez tout dit. Alors, premièrement, je n'ai encore rien dit, j'ai posé une question. Le franc CFA est un vrai sujet. Ouais. La monnaie, les questions monétaires sont des sujets, je veux dire,
essentielle qu'on ne peut pas traiter à la légère. Hein. Que vous soyez en Europe, toutes les réflexions, vous voyez quand même, avec le passage à l'euro, ces pays qui ont abandonné leur monnaie nationale pour adopter une monnaie commune, ce n'est pas anodin. Hein. Alors, puisque vous venez au cas spécifique, et moi j'espère ne plus avoir à en parler parce que je l'ai assez dit, c'est une question administrative qu'une organisation internationale comme la nôtre a à régler avec l'un de ses cadres fonctionnaires. Il existe dans les standards de la fonction publique internationale une règle essentielle. C'est la règle de neutralité et le devoir de réserve. Devoir de neutralité, devoir de réserve. Vous ne pouvez pas, comme haut fonctionnaire d'une organisation internationale, je veux dire, sortir de cette réserve et sortir de cette neutralité. Mais ces prises de position étaient déjà connues. Elles étaient déjà depuis connues. Longtemps. Je pourrais vous dire que nous arrivons tous avec des prises de position dans nos bagages. Mais par contre, dès lors que nous nous engageons et que nous avons une clause contractuelle dans un lieu où nos services sont retenus, nous devons aussi nous tenir à ces règles de conduite. Il n'y a pas eu de pression de la France, des pays francophones, membres de l'espace CFA. Je vais vous dire, il y a une chose, il y a la manière. Il y a la manière, il y a un ton inapproprié. Il y a un propos inapproprié. Et ça n'a rien à voir avec le sujet. Ça a à voir avec la conduite. Et c'est tout. Et maintenant, vous savez, nous avons une commission paritaire qui se penche sur la sanction, sur le problème. Et je crois que plus que de me demander de répondre à une question sur ce fonctionnaire en particulier, vous devriez me demander ce que font les équipes qui travaillent dans cette direction. Et c'est formidable le travail qu'elle réalise. C'est une suspension définitive. Je pense qu'en temps et lieu, d'accord, cette commission paritaire qui examine cette situation fera ses recommandations, mais il est certain qu'il y a là une faute. Je suis désolée, mais il y a une faute de conduite. Et il faut savoir où l'on décide d'œuvrer. Je veux dire, voilà. Et si l'on entre dans une organisation internationale, je veux dire, à un titre et pour une fonction donnée, je veux dire, dans un cadre donné, avec des clauses contractuelles données, on est tenu de les respecter. Alors, vous aviez dit à Dakar, lors de votre élection, en novembre 2014, qu'on ne remplace pas Abdou Diouf, on lui succède. C'est vrai. Vous êtes aujourd'hui secrétaire général de la francophonie, vous êtes à quelques 10 mois de la fin de votre mandat. Qu'est-ce que vous dites? Finalement, vous avez réussi à remplacer Abdou Diouf, lui dont on dit qu'il avait les portes ouvertes dans presque tous les palais du monde. Est-ce que vous avez réussi à le remplacer de ce point de vue? Je ne dirais pas le contraire de ce que j'ai dit lorsque j'ai été élu. Oui. Je ne dirais pas que je l'ai remplacé, je lui ai succédé. Oui. Comme le président Abdou Diouf avait succédé aussi à Boutros Boutros-Ghali. Lui, continuateur de l'œuvre de Senghor aussi. Oui, bien sûr. Un des pères fondateurs de la francophonie. Bien sûr, je pense que déjà, l'idéal qui porte la francophonie et qui a été si bien défini par le président Léopold Sédar Senghor, qui est un idéal en faveur d'un humanisme intégral. Et Dieu sait que ces mots pèsent. Même aujourd'hui, ces mots ont un poids. Parce que, bon, au sortir du système colonialiste, il était important, je dirais, dans ce système qui en était un de domination des uns par les autres et qui n'était pas du tout, qui n'était pas équitable. Hein. Il est intéressant de se dire, bon voilà, comment est-ce que maintenant que nous sortons de cela et que nous devons nous reconstruire, nous devons renaître à nous-mêmes après cette expérience qui a été, je le pense, dévastatrice. Comment ferons-nous? Et si on se donnait un espace? Et si on se donnait un espace au nom d'un humanisme intégral, donc dans la réciprocité, dans le respect de l'autre, pour agir ensemble. Et si dans les décombres du colonialisme, comme disait Léopold Sédar Senghor, avec cette langue que nous avons trouvée dans les décombres du colonialisme, qui est la langue française, si on en faisait un trait d'union pour agir ensemble, pour la coopération, dans un esprit de solidarité, dans un esprit de partage. Le monde a encore besoin de cela aujourd'hui. Et c'est absolument extraordinaire de voir comment nous, que ce soit
à la suite de l'édification de cet espace institutionnel, de cette organisation devenue maintenant une organisation internationale multilatérale, qui est incontournable, qui est demandée, qui est attendue partout. Je veux dire, il est formidable de voir comment nous succédons les uns aux autres, et moi aujourd'hui, en amenant avec nous tout ce que nous avons envie d'offrir de notre expérience, de notre volonté de servir cet idéal, et de manière très concrète et dans un pragmatisme absolu. Politique, quelles sont vos relations avec les chefs d'État? Est-ce que vous avez accès à eux? Mais bien, la même facilité qu'avait votre, est-ce que vous en doutez, votre prédécesseur? Non, je vous pose la question. Je vous dirais en attendant votre réponse. Je vous dirais que j'ai cet accès. Il est constant. Il est fréquent. Et, puisque nous parlions de numérique tout à l'heure, une chose qui nous aide aussi beaucoup, c'est de pouvoir, avec cet outil numérique, être dans l'immédiateté. C'est-à-dire que tout de suite, on a besoin de se parler, on y va. Franc du collier, on y va. On est en contact, on se parle. Vous êtes en texto mais écoutez, avec ces chefs d'État, ouais. Avec certains, oui, assurément. Le président Macky Sall puisque vous êtes dans son pays. Mais je vous dirais que j'ai trouvé chez le président Macky Sall un président du sommet, parce que vous savez qu'il a été président du sommet de la francophonie pendant 2 ans après 2014, et je trouve là un chef d'État parmi d'autres qui croit et qui s'investit beaucoup dans la francophonie. Et je pense que ces contacts fréquents entre nous, qu'ils soient je dirais, voilà, par téléphone, par SMS, par texto, par courriel, peu importe. Il y a ce rapport je pense, de confiance. Et la confiance, c'est quoi? C'est pouvoir se parler de tout et d'aller droit au but. C'est-à-dire, sur cette confiance, cette diplomatie active, et cette présence les uns aux autres dans cet esprit de confiance, nous pouvons débattre de tous les sujets. Vous êtes à Dakar, c'est là que vous étiez élu. Dakar, votre porte-bonheur pour dire je suis candidate pour un 2e mandat à Erevan, en Arménie, en novembre 2018. Je pense que ce qui est bien, c'est qu'au bout de ces 4 années, je me sens investie de cette même énergie qu'au tout début. Pour continuer. Quand je suis arrivée dans la francophonie, je savais qu'il fallait faire une chose. Il fallait positionner cette organisation dans la continuité, dans les sentiers ouverts, sur les fondations que j'ai trouvées. Il fallait amener cette organisation, je veux dire, à un autre échelon. Ça, c'était essentiel. C'est ce qui nous permet, par exemple, aujourd'hui, de témoigner fréquemment au Conseil de sécurité, d'être appelé, parce que la question sécuritaire, elle est au cœur de nos préoccupations. Donc, d'être là dans ce travail que nous faisons aussi avec le G5 Sahel, d'être là aussi portant des plaidoyers, apportant aussi notre perspective et la voix des pays sur les mandats des opérations de maintien de la paix. Il y a des choses que des gens ignorent, mais ça fait plus de 20 ans maintenant, ça fera bientôt 20 ans que nous travaillons avec les Nations Unies sur les opérations de maintien de la paix. Et aujourd'hui, avec les menaces asymétriques, le terrorisme et tout, l'état actuel, des menaces qui pèsent sur le monde, et la francophonie n'y échappe pas, il est normal que nous puissions en témoigner, que nous puissions aussi intervenir sur la nature de ces missions. Oui. D'autant plus que la moitié d'entre elles sont déployées dans des pays de la francophonie. Vous dites oui, j'ai envie de continuer. Moi, j'ai l'énergie pour continuer. Oui. J'ai l'énergie pour continuer. Vous êtes candidate? Parce que je vois... C'est étrange de dire je suis candidate à une fonction que j'occupe. Non, c'est pas comme ça que je le vois. Je travaille, j'avance. Nous avançons. Ce n'est pas que moi, nous avançons. Et nous voyons aussi le fruit des actions que nous avons su vraiment engager. Nous voyons ce que cela produit. Cela est encourageant. Et moi, je veux vous dire que cette organisation est attendue. Elle est devenue incontournable, mais forte de toutes les expertises qu'elle a su développer. Elle fêtera en 2020 son 50e anniversaire de la francophonie institutionnelle. Elle est en pleine santé.
elle est réactive, elle est vraiment dans l'innovation, elle répond présente face à tous les défis aujourd'hui qui se posent à notre monde. Elle a un visage jeune comme celui de sa secrétaire générale, Madame Michaël Jean. Deux réflexions d'internautes. Aliou Baïla Khan, la francophonie actuelle est complètement en déphasage avec les principes qui ont engendré sa mise en œuvre. Senghor ne parlait pas de la francophonie comme le véhicule de la langue française, mais des franco-genèses, c'est-à-dire des bifurcations de la langue française et ces déviances qui deviennent des tendances. Yalan Diouf qui dit « Aujourd'hui en Afrique, on note une introduction progressive des langues locales dans le système éducatif ». Oui. Cela n'explique-t-il pas que le français, finalement, est la cause des problèmes notés dans l'éducation? Le français n'est-il pas en train de disparaître en Afrique? Non, pas du tout. L'Afrique porte l'avenir pour cette langue. Il faut le savoir. C'est vrai, à cause, je pense, de cette démographie galopante, mais aussi parce que je ne vois pas, par exemple, dans les arènes internationales, le chef d'État africain mettre de côté, d'Afrique subsaharienne francophone, mettre de côté la langue française, ne pas avoir la fierté dans ces espaces-là de s'exprimer en français et de dire, voilà, nous défendons le multilinguisme. Comment réagir finalement quand on entend le président français à Davos faire un discours en français, mais aussi en anglais? Quand le Rwanda a choisi l'anglais aujourd'hui comme langue officielle, comment réagir face à ces situations? Le Rwanda a choisi l'anglais comme langue officielle, mais le français est encore très présent au Rwanda. L'enseignement du français est revenu en force et en français au Rwanda. Et d'autre part... Macron qui parle anglais. Vous parlez à Michaël Jean, qui parle 5 langues, qui vient d'un pays où les 2 langues officielles sont le français et l'anglais. L'important, c'est que la langue française soit là et bien présente. Mais la francophonie, c'est aussi parler au monde. La francophonie, c'est aussi parler aux langues dans d'autres langues. J'insiste sur ma question. Écoutez, moi j'entends ces propos énoncés avec force en français. Et quand il choisit de le faire aussi en anglais, s'il ne le faisait qu'en anglais, je serais très choquée. Très choquée. Mais de le voir en pleine capacité passer d'une langue à l'autre, honnêtement, comme j'ai coutume de faire ça très souvent, et je suis d'un pays où j'ai porté les responsabilités de chef de l'État et où je devais le faire, je ne suis honnêtement pas choquée. Avec toutes ces langues que je parle aussi, dans les alliances que nous avons, les partenariats que nous avons avec le secrétariat général ibéro-américain, il m'arrive de parler aussi en espagnol. Avec la communauté de langue portugaise, je comprends couramment le portugais. Les travaux que nous faisons avec le Commonwealth aussi, lorsque cela est nécessaire, il peut m'arriver aussi de passer à cette autre langue. Cela dit, moi, quand je prends la parole dans ces enceintes internationales, je trouve que c'est un principe absolu que de défendre l'obligation de respecter la langue française aussi comme une langue de travail. Tout comme les langues nationales aussi. Les langues nationales, là où c'est intéressant, ce n'est pas parce que le français est en faillite que nous nous engageons dans l'enseignement en langue nationale. C'est uniquement par respect de ces langues. Parce que quand l'enfant apprend aussi dans cette langue qu'il parle à la maison, eh bien, il apprend mieux, ses résultats le prouvent, et en même temps, il va avec plus de facilité vers d'autres langues. Moi-même qui n'a pas la voix, l'homme parle créole la voix, je suis content langue ça, parce que cette langue-là, elle définit. Ça, c'est le poula. Voilà. Oui. Vous voyez, donc, on comprend la richesse de ce patrimoine. Oui. On ne peut pas le laisser de côté. Au contraire, il faut le valoriser. Et aussi dans l'esprit, dans le cœur de cet enfant. Et vous savez quoi? Ça en fait un être plus fort, plus épanoui, et qui va après ça dans l'apprentissage justement, cette idée d'académie de la polyfrancophonie, au lieu de s'arrêter à l'Académie française. Oui. Cela vous enchante? Moi, je dirais que je trouverais cela intéressant. Vraiment. Ben voilà. Je trouverais ça intéressant. Pourquoi? Parce que cette langue, elle marche dans le sang de tant de peuples aujourd'hui, dans leur réalité, et ces peuples s'en emparent en y mettant aussi de leur propre imaginaire, en amenant les mots et en les modelant autrement avec des expressions tellement riches. Je suis sûre que vous pourriez me dire quantité d'expressions qui sont utilisées ici et qui font image, quoi, et c'est formidable. Alors, on va terminer, peut-être 1 minute supplémentaire.
Madame Jean, on vous reproche votre train de vie dispendieux, fastueux à la francophonie. Ah bon, j'ai un train de vie dispendieux, C'est ce qu'on dit. C'est vrai? Oui. Si vous saviez pourtant, comme je ne suis pas attachée au matériel, mais pas du tout. Vous savez, dans ma vie, quand je parle par exemple de la question des migrants ou des réfugiés, je suis passée par là. Pour moi, c'est pas une donnée statistique, hein, c'est du vrai. Ce qui veut dire que je suis passée par cette expérience où l'on doit se reconstruire et repartir de rien du tout, Monsieur Khan. Rien du tout. On est dans une situation d'immense vulnérabilité. La pauvreté, je connais. Et parce que j'ai eu à vivre cela, cet arrachement, cette rupture avec le matériel. Et ce n'est pas vous qui allez gaspiller, vous Non, le dites, mais sincèrement. Jamais. Et ceux qui vous font ce reproche? Parce que, je veux dire, on veut m'attribuer une situation qui n'est pas la mienne. C'est-à-dire qu'il y a une discussion et une entente, hein, je dirais locative, entre le gouvernement du Canada, qui est propriétaire de cet appartement que l'OIF loue comme résidence officielle de la secrétaire générale que je suis, mais ce n'est pas pour moi, ce n'est pas mon bien. Un chiffre 500 000 euros, c'est ça? J'ai vu un chiffre comme ça. Il n'est pas fondé? Non, il n'est pas fondé. Le chiffre n'est pas celui-là. Et d'autre part... Le bon chiffre, il est quoi? D'autre part, il y a eu des travaux engagés par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et c'était des travaux qui étaient nécessaires, avec l'assentiment du gouvernement du Canada, sur une discussion d'acquisition de cet appartement. Et cette discussion est en train de se conclure, ce qui veut dire que tous les frais engagés par l'OIF pour ces travaux entreront en ligne de compte dans le prix d'acquisition, le prix d'achat. Voilà. Donc, Michaël Jean n'a rien à voir là-dedans. Alors, ces campagnes diffamatoires me heurtent, puisque je suis aujourd'hui devant vous, Monsieur Khan, et que vous me posez cette question, et que l'on veuille qu'elle me colle à la peau, mais je vais vous dire, je vous réponds en toute sérénité. Franchement, il ne faut pas tomber non plus dans ce travail de certains médias populistes qui ont pour fond de commerce la diffamation, vraiment les fausses informations, et tenir ça vraiment pour du vrai. Il faut s'informer. On vous a donné davantage. L'occasion de vous défendre. Mais la dernière chose, c'est que ça va nous sourire, ça va nous faire sourire. Papa Massarnia, pourquoi une faute en français tue les mouches et tel n'est pas le cas pour l'anglais? Il dit lui-même, question très drôle. Mais je dirais que chaque langue a ses nuances, n'est-ce pas? Et ses codes, ses exigences. Ses exigences. Nous avons une langue qui est d'une grande souplesse, parce que vous voyez combien nous l'amenons aussi à toutes les sauces, à l'aune de ce que nous sommes, de nos réalités, de notre imaginaire, de nos imaginaires. Et cette diversité, elle est absolument magnifique, quoi. Nous pouvons en être fiers. Hein. J'ai une petite histoire absolument délicieuse que j'ai envie de vous raconter. Alors, c'est l'histoire d'un groupe de grenouilles qui essaie d'escalader une tour. Et beaucoup de gens assistent à ça et disent « Elles n'y arriveront pas, elles n'y arriveront pas, elles n'y arriveront pas ». Et c'est toutes ces grenouilles qui essaient de grimper cette tour. À force d'être découragées, on les voit glisser et tomber. Mais il y en a une qui arrive au haut de la tour. Et pourquoi est-ce qu'elle y arrive? Parce qu'elle était sourde. Elle était sourde à tous ces commentaires qui disaient « Tu n'y arriveras pas, vous n'y arriverez pas, elles n'y arriveront pas ». Moi, je la trouve délicieuse parce que je me dis que même en tant que femme, nous les femmes, nous devons vivre avec ça tout le temps. Ah non, c'est pas pour toi. Ah non, tu n'y arriveras pas. Mais qu'est-ce que tu fais là? Bon, voilà. Et nous devons être sourdes à tout cela pour arriver au but. C'est la même chose aussi pour la francophonie. Combien de gens disent « Ah mais non, mais pour qui elle se prend? Elle n'y arrivera pas, elle ne peut pas. » Eh bien nous avançons. Michaël Jean, sourd au bruit. C'est bien ça. C'est ça, voilà.
Je vous dis merci, Madame Merci Michaël beaucoup, Jean. Je le dis en Wolof, Djuredief, et en créole, vous me diriez. Merci en pile. Ben, c'est ça la Djuredief. francophonie aussi, non? Oui. Secrétaire général de la francophonie, Michaël Jean, était l'invité du grand jury de la RFM, qui est également diffusé par la TFM. Merci à toute l'équipe technique d'avoir aidé à la réalisation de cette émission. À la technique, à la radio RFM, Alioune Diassé, Digital Manager Maguette Koulibaly. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.